Allons même plus loin. Le nombre de fois où on a annoncé la mort économique de la Russie, qui pourrait jamais tenir, avec les sanctions, etc. Le nombre de fois où on a dit ah ben non, les accords avec l'Iran, la Corée du Nord, tout ça, ça marchera pas, cette espèce de deuxième monde. Bah, on s'aperçoit que ça tient, non? Ça, je pense que ça a été l'une de nos plus grandes erreurs. Et c'est d'ailleurs, il y a un livre qui est très bien fait, qui est celui d'Emmanuel Todd sur la défaite de l'Occident, qui explique que même dès les premières, mises en place comment on dit? J'ai un mot, le nom, Jacques, de trucs économiques, en fait, de sanctions, merci, c'est gentil, des sanctions économiques sur la Russie par Hollande, en fait, elle a commencé son économie de guerre. Revenons à notre point de départ, la propagande. Qui est en train de gagner la guerre de la propagande entre la Russie et l'Ukraine? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Les Russes ne sont pas particulièrement doués pour la guerre de l'information. Certes, beaucoup louent RT pour sa qualité, notamment en matière de géopolitique, mais d'un point de vue militaire, l'armée russe et le ministère de la Défense ne sont pas très efficaces lorsqu'il s'agit de communiquer avec un public civil. Ils parviennent à mieux s'adresser à un public russophone, car de nombreux correspondants de guerre talentueux rapportent les événements directement depuis les lignes de front. Cependant, ils s'expriment en russe, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et pour un public occidental, ces rapports restent inaccessibles ou incompris, même si on pouvait y accéder. En outre, les Russes ne se préoccupent pas de ce que vous ou moi pensons, juge. Ils ne cherchent ni à nous plaire, ni à satisfaire notre curiosité, ni à répondre à nos questions. Ils s'en moquent totalement, ce qui explique en partie notre frustration. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Le déroulement des opérations. Avancée russe à Ougar. Chers téléspectateurs, bon retour parmi nous. Aujourd'hui, dans cette édition spéciale, nous revenons sur les derniers développements sur le terrain, où les forces russes, toujours aussi imposantes, continuent de progresser à Ougar. Comme l'a souligné l'inspecteur Scott Ritter, la stratégie militaire de la Russie a surpassé celle de l'Ukraine, démontrant une supériorité en termes de planification et d'exécution sur tous les fronts. Il ne s'agit pas simplement d'une bataille parmi tant d'autres, mais d'un véritable tournant dans le conflit, où la stratégie, la puissance de feu et la détermination russe écrasent les défenses ukrainiennes de plus en plus affaiblies. Depuis les premières étapes de l'opération militaire spéciale jusqu'aux percées récentes, nous allons analyser comment les ajustements tactiques russes ont non seulement brisé les lignes ukrainiennes, mais aussi laissé leurs forces encerclées et proches de l'effondrement. La victoire qui échappe à Kiev depuis longtemps semble désormais encore plus hors de portée. Chaque jour qui passe, la Russie renforce sa position sur le terrain. Dans cette mise à jour, nous allons nous concentrer sur les mouvements tactiques clés qui ont placé l'Ukraine dans une situation critique, d'Ougar à Pristika, et montrer en quoi les décisions erronées et la désorganisation de Kiev les mènent inévitablement à la défaite. Vous entendrez ici la vérité, sans filtre, appuyée par des faits que les médias occidentaux choisissent d'ignorer. Ougar, symbole de la maîtrise tactique russe. Prenons d'abord Ougar, une ville qui illustre à la perfection la supériorité tactique de la Russie. Au départ, l'armée russe avait opté pour une approche frontale afin de capturer la ville. Mais, comme c'est souvent le cas, le champ de bataille est en constante évolution. Et une fois de plus, la Russie a su anticiper. Dans un coup de maître stratégique, les forces russes ont ajusté leur approche, optant pour une stratégie plus méthodique et efficace, l'encerclement et l'asphyxie. Plutôt que de miser sur des assauts frontaux, elles ont encerclé la ville avec habileté, coupant les renforts et les approvisionnements ukrainiens. Ce changement de tactique a été décisif. En isolant Ougar, les Russes ont privé l'Ukraine de renforts essentiels, laissant les troupes ukrainiennes isolées et vulnérables. Malgré la gravité de la situation, les commandants ukrainiens ont refusé de relayer leurs troupes épuisées. Cette décision, qu'elle soit due à l'incompétence ou au désespoir, a conduit à un effondrement catastrophique de leur défense. Le 23 septembre, même les sources ukrainiennes ont dû admettre la réalité. Les véhicules blindés russes ont percé les lignes ukrainiennes, autrefois présentées comme des fortifications solides.
laissant Kiev face à deux choix, battre en retraite ou faire face à l'anéantissement. La situation est devenue si désespérée que même les analystes militaires ukrainiens tirent la sonnette d'alarme, avertissant que leurs forces sont désormais encerclées. Voilà ce qui arrive quand des soldats sont laissés à la merci de forces ennemies largement supérieures. La Russie a lancé plus de 900 bombes aériennes guidées, 400 drones, une trentaine de missiles contre l'Ukraine cette semaine. Kiev appelle ses alliés à lui fournir du matériel militaire de longue portée face à un Poutine déterminé à l'emporter. La Russie est passée en économie de guerre et Vladimir Poutine a tenu à faire cette annonce en personne. Au total, environ 140 000 drones de différents types ont été livrés aux forces armées en 2023. Cette année, la production de drones pilotes devrait être multipliée par près de 10. En outre, la gamme des systèmes des drones va s'élargir et des bateaux sans pilote sont en cours de création, comme nous l'avons vu aujourd'hui. Ainsi que des plateformes robotisées à usage polyvalent. Dans le même temps, la plupart d'entre eux seront envoyés aux troupes situées sur la ligne de contact des combats. Alexandre Melnik, mais face à la puissance de feu russe, je disais, 400 drones, 30 missiles, 900 bombes aériennes en une seule semaine, la question c'est combien de temps l'Ukraine pourra-t-elle encore tenir? On sait que les États-Unis réfléchissent à envoyer aux Ukrainiens des missiles moyenne portée pour les F-16, mais pourquoi les Américains ont aussi peur de franchir la barre des armes à longue portée? Percée stratégique russe. Beau de Lanka-Ougar. Les résultats de cette nouvelle approche sont impressionnants. Les forces russes ont réussi à percer les lignes ukrainiennes sur l'axe stratégique Boro de Lanka-Ougar, une ligne d'approvisionnement critique qui est désormais coupée. Kiev a perdu le contrôle de ses routes vitales, laissant des milliers de soldats ukrainiens sans renfort, avec des ressources qui s'épuisent rapidement et des positions défensives qui s'effondrent. Les troupes ukrainiennes, bien que nombreuses, se retrouvent dans une position de plus en plus désespérée à mesure que les forces russes resserrent leur étau autour de la ville. Pour Kiev, la situation est particulièrement grave. La 72e brigade ukrainienne, qui défendait encore Ougar, est maintenant totalement encerclée. Leurs lignes cèdent de toutes parts, et les forces russes les pressent, les coupant non seulement de toute aide extérieure, mais rendant également toute contre-attaque impossible. Cet exemple montre parfaitement comment une planification et des tactiques supérieures peuvent piéger un adversaire dans un piège dont il ne peut s'échapper. L'effondrement de l'armée ukrainienne. Cependant, ce n'est que le début de l'effondrement de l'armée ukrainienne, car la véritable histoire se déroule à une échelle plus large sur l'ensemble du champ de bataille, notamment à Donetsk. Le 23 septembre a marqué un tournant majeur dans la chute des défenses ukrainiennes à Ougar. La 72e brigade, autrefois considérée comme une unité clé, n'a pas pu résister à la pression continue des forces russes. Alors que les troupes russes pénétraient la ville depuis plusieurs directions, les lignes de défense ukrainiennes ont commencé à céder. La traversée de la rivière Koubas, un point de non-retour. La situation est devenue critique lorsque les forces russes ont franchi la rivière Koubas, compromettant davantage encore les positions ukrainiennes. Comme l'a souligné Scott Ritter dans ses analyses, l'incapacité des dirigeants ukrainiens à adapter leur stratégie en temps réel n'a fait qu'aggraver leurs pertes sur le champ de bataille. L'écrasement des brigades ukrainiennes. Ce n'était pas une simple percée mineure. Nous assistons à l'écrasement systématique des 58e et 72e brigades ukrainiennes par les forces russes, des unités que Kiev avait pourtant considérées comme cruciales pour la défense de Donetsk. La 58e brigade, censée renforcer les positions à Praskivka, a été complètement anéantie. Au soir du 23 septembre, les forces russes avaient capturé des hauteurs stratégiques, forçant les troupes ukrainiennes à se retirer vers des positions beaucoup moins défendables. La réaction de Kiev, abandonner ses troupes. L'abandon du commandement ukrainien. Malgré la certitude que la 72e brigade était en grande difficulté, le commandement ukrainien a refusé de la retirer
ou d'envoyer des renforts conséquents. Ces soldats se retrouvent désormais dans une situation presque désespérée, encerclés par les forces russes, sans échappatoire. Un effondrement défensif à Ougledar. Cette situation représente bien plus qu'un revers tactique pour l'Ukraine. Nous assistons à l'effondrement de l'ensemble de la ligne défensive ukrainienne à Ougledar. Plus de 20 soldats de la 58e brigade se sont déjà rendus, y compris 2 officiers. Beaucoup d'entre eux avaient été mobilisés de force il y a seulement quelques semaines, totalement impréparés à affronter la puissance de l'armée russe. Abandonnés par leur commandement, ils n'ont eu d'autre choix que de se rendre. Les pertes territoriales croissantes. Pire encore, l'Ukraine a perdu plus de 58% de ses positions stratégiques autour d'Ougledar. L'offensive russe a capturé plus de 50 km² de territoire clé, laissant Kiev avec très peu d'options. La résistance restante est méthodiquement écrasée, alors que les forces russes avancent vers le cœur de la ville. La situation dramatique à Praskivka. La situation à Praskivka est tout aussi dramatique. Pendant que la 72e brigade s'effondrait à Ougledar, la 58e brigade subissait le même sort à Praskivka. Le 23 septembre, les forces russes ont lancé une attaque décisive sur les positions défensives de la ville, débordant rapidement les troupes ukrainiennes. Soutenues par l'artillerie et les frappes aériennes, les forces russes ont pénétré les lignes ukrainiennes, provoquant une retraite précipitée. Une confrontation méthodique. Il ne s'agissait pas d'une simple confrontation. Les forces russes ont méthodiquement brisé les défenses ukrainiennes, capturant des hauteurs stratégiques et forçant plus de 150 soldats ukrainiens à abandonner leur position. Les médias ukrainiens ont dû reconnaître que l'offensive russe avait percé leur ligne à moins d'1 kilomètre de Bodanivka, une route d'approvisionnement cruciale. La perte de cette voie a laissé les Ukrainiens sans approvisionnement, accélérant leur effondrement. Des déclarations optimistes. Malgré les signaux clairs d'une catastrophe imminente, Kiev continue de publier des déclarations optimistes sur la défense de la ligne. Pourtant, sur le terrain, leurs soldats sont laissés à eux-mêmes. Des analystes ukrainiens ont averti que, si la Russie continuait à ce rythme, la ville de Kursk serait encerclée dans quelques jours. La vérité est que cette bataille est déjà perdue. Les sources ukrainiennes admettent désormais que leurs troupes battent en retraite, sans renfort en vue. L'échec des médias ukrainiens a caché la réalité. La situation est devenue si désespérée que même les médias ukrainiens les plus loyaux ne peuvent plus cacher l'effondrement des forces face à l'avancée russe. Les troupes russes contrôlent désormais plus de 80% des hauteurs stratégiques de la région, et chaque heure qui passe diminue la capacité de résistance ukrainienne à Ougledar. Toutefois, cet effondrement à Praskivka n'est qu'une partie d'un problème plus vaste, la désintégration de toute la stratégie défensive de l'Ukraine. Une offensive désespérée à Kursk. En prenant du recul, on constate que la situation est tout aussi catastrophique ailleurs. Il y a à peine 2 semaines, l'Ukraine a lancé une offensive désespérée à Kursk dans l'espoir de détourner l'attention des Russes de Donetsk. Le résultat ? Un échec total qui a encore affaibli ses positions dans le Donbass. Des pertes considérables et une stratégie échec. L'inspecteur Scott Ritter avait anticipé ce résultat, soulignant que la dispersion des forces ukrainiennes ne pouvait que provoquer des pertes supplémentaires. Le Financial Times rapporte que cette offensive mal préparée a coûté très cher à l'Ukraine. En quelques jours seulement, plus de 150 soldats ont été perdus, alors que les forces russes se regroupaient rapidement pour lancer une contre-offensive qui a permis de capturer plus de 100 km² de territoire. Petite phrase, regardez, découvrez-la cette petite phrase et ce qui a dit l'environnement extrême hostile à nos frontières exige que des mesures appropriées soient prises. Qui a dit ça? Jésus Hezbollah. C'est en Russie, ça. Bravo. Voilà. Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Alors... L'expansion au-delà des capacités. Ce genre de situation se produit lorsque l'on étend ses forces au-delà de leurs capacités. Les tentatives de Kiev d'entraîner la Russie dans un engagement prolongé à Kursk se sont retournées contre elle. Et maintenant, les lignes défensives ukrainiennes dans le Donbass s'effondrent.
La Russie a rapidement profité des échecs ukrainiens, saisissant des centres logistiques cruciaux et repoussant les forces ukrainiennes de Pavlivka à Marinka. Les commandants ukrainiens, autrefois fiers de leur capacité à tenir la ligne, sont maintenant contraints de justifier ces échecs. En quelques semaines, les forces russes ont avancé de plus de 70 km, laissant Kiev impuissant. Une évolution tactique russe. Les nouvelles stratégies employées par les forces russes plongent également les troupes ukrainiennes dans une confusion totale. Le succès de la Russie dans cette campagne ne repose plus uniquement sur la force brute, mais sur l'évolution de leur tactique. Fini les lourdes divisions blindées. Désormais, des équipes de frappe mobile, appuyées par des drones avancés et une artillerie de précision, dominent le champ de bataille. Ces équipes, opérant avec une redoutable efficacité, rendent impossible toute défense ukrainienne efficace. La Russie prévoit de frapper les centrales nucléaires en Ukraine avant l'hiver. C'est l'alerte du ministre des Affaires étrangères ukrainien qui réclame en urgence une mission de surveillance sur les sites nucléaires ukrainiens. Quel est l'intérêt pour Vladimir Poutine de frapper les sites nucléaires ukrainiens? Alors, je ne pense pas que l'objectif c'est de frapper directement les centrales nucléaires. Je pense que l'objectif c'est de couper l'électricité en Ukraine de façon générale. Donc, toutes les centrales thermiques ont déjà été visées et la plupart ont été détruites. Les Russes ont commencé à viser aussi donc les barrages hydroélectriques. Et donc, effectivement, la dernière grande source d'électricité qui reste en Ukraine, qui pour l'instant n'a pas véritablement été touchée, hormis Zaporijia qui est occupée par les Russes, c'est les centrales nucléaires. L'utilisation de drones et de nouvelles bombes. Les drones russes fournissent des renseignements en temps réel, permettant à l'artillerie de frapper avec précision avant que les Ukrainiens ne puissent réagir. Lorsqu'ils tentent de se regrouper, leurs positions sont déjà décimées. Ce n'est pas une théorie. Cela se passe en ce moment à Ugledar, où des poches entières de défense ukrainiennes ont été anéanties grâce à cette approche. En plus des drones, les Russes utilisent de nouvelles bombes planantes capables de frapper loin derrière les lignes ukrainiennes. Au cours des 2 dernières semaines, plus de 25 positions fortifiées ukrainiennes ont été détruites, déséquilibrant encore davantage la balance du pouvoir en faveur de la Russie. Le contrôle russe sur Ugledar. Alors que les forces russes encerclent Ugledar, plus de 70% de la ville est désormais sous leur contrôle. De nombreux soldats ukrainiens, dont des membres des élites des Da Vinci Wolves, se sont rendus. Le dernier bastion ukrainien s'effondre et la chute d'Ugledar semble inévitable. Pendant ce temps, où est Zelensky? Occupé à solliciter l'aide de l'Occident, tandis que ses troupes sont abandonnées sur le champ de bataille. Comme l'a souligné Scott Ritter, ce décalage entre les promesses politiques et la réalité militaire accélère la défaite de l'Ukraine. La chute d'Ugledar signifiera une victoire russe incontestable dans la région de Donetsk. L'autre grande guerre, celle qui a lieu en Europe, menace, et elle est d'autant plus menaçante avec ce soir les déclarations de Vladimir Poutine. On n'avait jamais entendu ce ton-là de la part de l'homme fort de Russie. Absolument. Pendant qu'Emmanuel Macron s'exprimait à New York, Vladimir Poutine, lui, participait à une réunion du Conseil de sécurité sur la dissuasion nucléaire. Ce soir, il propose une révision des règles d'utilisation de cette arme nucléaire et il va même plus loin. Désormais, le président russe se laisse la possibilité du recours à l'arme nucléaire en cas de lancement massif d'avions, de missiles ou de drones sur son territoire russe. Vous le disiez, Darius, c'est une information majeure, c'est la première fois qu'il le dit. La version actualisée du document propose qu'une agression contre la Russie par un État non doté d'armes nucléaires, mais avec la participation ou le soutien d'un État doté d'armes nucléaires, soit considérée comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie. Les conditions d'utilisation d'armes nucléaires sont également clairement définies. Nous envisagerons cette possibilité dès que nous recevrons des informations fiables sur le lancement d'attaques aériennes massives au-delà de la frontière de notre État. Via des avions stratégiques ou tactiques, des missiles de croisière, des drones, des missiles hypersoniques et d'autres aéronefs. Il nous menace, Isabelle Saporta. Il est en train de nous menacer de manière évidemment extrêmement grossière. Vis-à-vis de la Russie, vous avez raison. Là, aujourd'hui, Poutine nous menace et nous menace très clairement. Rappelez-vous, au début, il voulait parler à Poutine. Désormais, il n'est plus capable de tendre la main à Poutine, ça n'est pas possible. Mais en tout cas, d'établir un dialogue avec Poutine. Donc, Poutine nous menace et nous faisons quoi? Nous sommes à la tribune de l'ONU et je crois que nous parlons beaucoup dans le vide, en fait. Et effectivement, les Occidentaux sont-ils en train d'hésiter? La main des Occidentaux qui tremble. Rappelons dans les prochains... Restez connectés pour plus de mises à jour sur l'effondrement inévitable de l'Ukraine.